Abonnez-vous et soyez heureux. Désabonnez-vous et soyez enculés. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stories, the podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et aujourd'hui je suis avec mon ami, mon comparse, Julien Charpentier. Salut Steph, bonjour à tous. Salut Julien. Pour évoquer un de nos classiques, j'ai envie de dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Quelque part, tu vois, voilà. Demolition Man, de Marco Brambilla. En effet, nous avons décidé de faire une petite pause sur la geste ségalienne. Ouais, parler un petit peu d'autre chose. C'est vrai qu'on n'a pas repris depuis cet été. Piège en haute mer, et en même temps c'est parce qu'en fait on se prépare parce qu'on arrive à une borne quand même, si tu veux, c'est-à-dire on arrive à terminer, donc là le truc, si tu veux, c'est que c'est presque, comment dire, terminé, c'est presque, bah ouais, c'est un peu, je pense, c'est une fois qu'on aura fait terminer, qu'est-ce qu'on fait derrière, quoi, si tu veux, parce que bon, piège à grande vitesse, bon, c'est vrai qu'il y a des choses à dire, on mais fait piège à grande vitesse, voilà. Et c'est prévu. Ouais, bien sûr, non mais on les fera évidemment, mais c'est pas nous qui avons choisi, il faut, c'est vrai, faut y aller doucement, telle une tortue. Tu vois, chez De La Fontaine, il faut y aller, tu vois, à son rythme, quoi, tu vois. Non, on va parler de Demolition Man. Alors, petit disclaimer, rapide. Très souvent, les films qu'on a traités en vidéo ne sont pas généralement faits en podcast. Mais là, en fait, c'est une exception parce qu'on avait fait une vidéo en 2020 sur, non pas vraiment Demolition Man, enfin si, mais par un biais très particulier qui était le biais des 3 coquillages. On avait parlé de Demolition Man à travers ce gag en fait qui avait pris un peu de l'ampleur sur Internet sur les 3 coquillages. Mais c'est vrai qu'en fait on nous a beaucoup reproché d'ailleurs à l'époque de ne pas avoir fait une vraie vidéo sur le film. Du coup on se rattrape en podcast ici. Voilà. Avec encore une fois un film que toi et moi on aime beaucoup. Alors je pense pas forcément pour les mêmes raisons, mais on va voir. On n'en a pas vraiment parlé, on n'en a pas parlé entre nous. Voilà, je salue Jeanne à la technique qui est ici présente. Jeanne, tu as vu toi Demolition Man ? Oui, elle a vu Demolition Man, c'est bon, on va pas lui spoiler. Donc précision qu'on spoil quand même, hein, voilà. Oui, c'est pas. Mais bon, en même temps, c'est un film de 93, donc on est en 2026. C'est bien de le dire quand même, on a le droit de découvrir des films en retard. Tout à fait, voilà. Donc alors d'abord, avant toute chose, le pitch de Demolition Man. Je m'y attendais. Ok, très simple quand même, hein. Nous sommes dans le futur, en 1996. Le futur de 93. Voilà. Nous sommes dans le futur en 1996 et John Spartan est un membre de la police de Los Angeles qui a des méthodes assez communes à par exemple, son cousin Marion Cobretti. Donc c'est un flic un peu costaud. Et suite à une scène où il essaie d'attraper le criminel Simon Phoenix, il est, le croit-il, et la justice le croit, responsable de la mort de 32 otages, bon, qui en fait étaient déjà morts, mais il est quand même condamné. Et dans ce futur, on ne tue pas les gens, il n'y a plus de peine de mort, on les met au frigo. Donc on congèle Sylvestre pour une durée d'une trentaine d'années, je crois, sauf que lors des moments où on parle pour la libération conditionnelle, Wesley Snipes, qui joue donc le méchant, Simon Phoenix, en 2032, est réveillé pour une conditionnelle, s'échappe. Sauf que la ville a beaucoup changé suite au tremblement de terre, le Big One de 2010. Voilà. Los Angeles. Tout ça est hypothétiquement dans le futur de 93. C'est ça. Ouais. Donc Los Angeles s'est écroulé sur elle-même. Et descendre, ils ont reconstruit une nouvelle ville qui s'appelle San Angeles, puisqu'elle mélange toute la côte de Los Angeles à San Diego. Et c'est une ville très pacifique, où le crime n'existe plus. Conclusion, pour arrêter un criminel comme Simon Phoenix, il faut un gars du passé. Il faut un gars qui connaît les anciennes méthodes. Il faut le Demolition Man. Il faut décongeler John Spartan. Alors déjà, on est quand même dans les années 90, donc en fait, ce qui est assez formidable, c'est que c'est encore en fait des patronymes complètement blés. Enfin, je veux dire, John Spartan, Simon Phoenix, comme Castor Troy dans comment ça s'appelle dans Volte-Face. Merci Jeanne, tu vois. Donc en fait, le truc, si tu veux, c'est que voilà, c'est quand même des noms un peu à coucher dehors. Hein. C'est des noms qui globalement correspondent un petit peu au caractère du personnage.
Phoenix, l'homme est rené de ses cendres. Spartan, la brute, le Spartiate. Lénina Huxley, hommage évident à Aldous Huxley et donc au meilleur des mondes, qui est un peu le monde qu'on nous vend dans Los Angeles. Et Edgar Friendly, Friendly amical en anglais, le gars qui est super sympa, mais qui est considéré comme une menace par le censément gentil Dr Cocteau, qui est en fait le méchant du film. Voilà. Donc là, on a tout spoilé. Ouais, ça y est, on est allé, on a tout dit, quoi. Alors, on avait un micro-débat avant de commencer l'émission sur, effectivement, les raisons du succès de ce film. C'est-à-dire, et surtout de sa pérennité, quoi, en fait, quelque part. Parce qu'en fait, c'est encore un film aujourd'hui qui est apprécié en 2026. Et je pense pas forcément pour exactement les mêmes raisons qu'il a pu être apprécié, en fait, en 93. Alors, ça a été un succès relativement modeste à l'époque, mais succès quand même. Il a fait 156 millions, je crois, de mémoire au box-office monde, pour un budget qui oscille, parce que alors, suivant les sources, tu es entre 44 et 78, donc c'est quand même très large. Moi, je pense que en tout cas à l'époque, ils annonçaient plus ou moins 60 millions. C'est aussi, en fait, ça fait partie, alors on va recontextualiser un tout petit peu, hein, c'est un film Warner de l'époque, et les films Warner de cette époque-là, c'était quasiment tous des wet prints. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, les films se tournaient, étaient montés très rapidement et sortaient quasiment dans la foulée, en fait, de la finition, quoi, si tu veux, du film, quoi. Et en l'occurrence, ce film-là, il date de 93. Il a été tourné en février, fin du tournage en juillet, sorti le 8 octobre 93 aux États-Unis. Chez nous, c'était le 2 février 94. Voilà. Donc, tu ne changeras jamais, tu es formidable. Oui, non, mais ces dates-là, je m'en rappelle. Mais du coup, en fait, ce que je veux dire, c'est que quelque part, en fait, ça a un coût, ces choses-là aussi. C'est-à-dire pour un studio sur des gros films comme ça, ou sur lesquels il y a pas mal d'enjeux au niveau du box-office, ça a un coût, quoi. Donc, c'est intéressant de le signaler. C'est un film qui, malgré son ambition, parce que c'est quand même un film avec du budget, avec une superstar à l'époque, même s'il était un petit peu en porte de vitesse à ce moment-là. Il venait de revenir avec Cliffhanger. Il venait de revenir, mais en fait, ces deux films de comeback ont été Cliffhanger et Demolition Man, qui ont été suivis d'une nouvelle salve d'échecs. Donc, tout à fait. Il a eu ce pic-là en 93 qui est monté très haut. Mais ça a été tourné en 8 semaines, ce qui est ridicule. Ça fait 2 mois de tournage pour un film de cette ampleur. Demolition Man ? Non. C'est ce que j'ai vu dans l'interview que j'ai relu de l'époque. C'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus. Non, c'est ce que je te disais, ça. Ils ont commencé en février, ils ont fini en juillet. Non, c'est justement, en fait, je pense que... Alors ça, c'est assez marrant, parce que tourner en 8 semaines un film comme ça, c'est pas possible, en fait. Ça me semble difficile aussi, Non. C'est ce que disait le réalisateur dans l'interview à l'époque. J'ai relu. Bon, alors à mon avis, il y a eu des reshoots et tout ça, mais ça me paraît. Il y a même eu une interruption de tournage, je crois, à un moment, je sais plus exactement pourquoi. Ouais, ça me paraît. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes. C'est-à-dire que, en fait, à l'époque, ce qui était éventuellement, intéressant pour les fans d'action, c'était de voir Stallone, en fait, déjà un tout petit peu revenir vraiment à sa persona d'action. Un tout petit peu revenir à l'idée qu'il est cette espèce de brute, tu vois, qu'on critique en fait en tant que brute, quoi, et donc d'avoir une espèce de recul sur lui-même vis-à-vis de ça, parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on lui a beaucoup reproché dans les années 80, la période Rambo 2. Il faut, d'ailleurs c'est intéressant de recontextualiser, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, dans les années 80, c'était un peu le bourrin de service, quoi. En gros, c'est comme ça qu'il était vu par la critique. Ouais. Et puis, il avait cette rivalité éternelle avec Arnold, et Arnold, lui, réussissait tout. Il réussissait les gros films d'action comme les comédies. Jumeaux, Un flic à la maternelle, ça avait très bien marché. On sait que Stallone a voulu essayer aussi, avec des résultats discutable. On a fait, alors moi, on a fait un épisode avec Arnaud sur Arrête où ma mère a tiré. Oui. Parce que je pense que il faut tout pour faire un monde. Non, mais parce qu'en fait, à un moment, mais mine de rien, c'est un épisode assez intéressant parce que t'as quand même un gros questionnement sur où en était Stallone à ce moment-là, hein, tu vois, je veux dire, déjà, en premier lieu. Moi, je reste persuadé que ça aurait été un chef-d'œuvre si c'était vraiment sa mère qui avait joué dans Arrête où ma mère va tirer. Là, je pense que le film il aurait atteint un niveau de gonzo absolument incroyable, quoi. Donc Stallone et sa mère, en fait, qui font équipe dans, dans une comédie d'action. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
Oh oui, hein. Et puis surtout, bon, le film s'est planté. Le film, c'est ce que c'est, hein, voilà. Le film, c'est ce que c'est. Et, par la suite ou avant, je sais plus, Oscar. Il a fait d'abord Oscar et ensuite il a fait... L'embrouillé dans le sac, pardon. L'embrouillé dans le sac, Ce qui fait qu'effectivement, il est en grosse perte de vitesse. Il y a eu le colossal succès de Cliffhanger où effectivement, il revenait aux affaires. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans Demolition Man, c'est qu'effectivement, comme tu viens très bien de le dire, c'est qu'il rejoint, mine de rien, ces deux trucs, à la fois en reprenant son personnage de bourrin, John Rambo dans John Spartan d'une certaine façon, mais en trouvant le ton juste cette fois-ci, un humour qui lui correspond. Alors, c'est assez marrant parce que ce que tu dis ça. Le truc, c'est que moi j'allais dire le premier truc qui a été vendu en fait, et c'est évident sur l'affiche, c'est évident avec le titre, c'est évident avec tous ces trucs-là, c'est vraiment la confrontation avec Wesley Snipes. C'est-à-dire la vieille garde et la nouvelle garde, quoi. C'est-à-dire, à cette époque-là, c'était ça, hein. C'était Wesley Snipes, il venait de démarrer dans le cinéma d'action depuis quelques années. Il a eu un certain succès avec New Jack City. On a aussi fait un épisode avec Rafik dessus. Comment dire, et après, il est passé en solo, quoi, où il a fait Passager 57. On a fait aussi un épisode dessus avec Mathieu Gallet. Non, mais ça fait... Je crois que t'aimes bien Wesley, non? Moi, j'adore Wesley Snipes. Ah non, mais vraiment, c'est comment dire, moi, je trouve que c'est un mec qui a un charisme de malade. Je suis d'accord. Qui a un talent fou, en fait, qui est capable de faire du drama comme de l'action. Non, il est hyper physique. Enfin, le Wesley Snipes des années 90, moi, je l'adore. Et malheureusement, en toute honnêteté, la qualité des films ne suit pas toujours. Même assez rarement. C'est toujours vrai, pour quel que soit l'acteur, en fait. Hein. Les acteurs qui ont une carrière irréprochable, mis à part John Cazale, il n'y en a pas. Hein. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, et puis bon, lui, il est mort avant de faire des navets. Il a fait 4 ou 5 films, 4 ou 5 chefs-d'œuvre, mais il est mort à 42 ans. Quoi. Mais le truc, c'est que moi, ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est surtout que, bon, après, t'as des films où les personnages d'action portent un peu plus le film qu'autre chose, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Stallone, il a quand même un peu plus dirigé, dans bien ou en mal, hein, tu vois, sa carrière que Snipes. Il a eu voilà, enfin c'est tout l'intérêt, je pense qu'il a quand même une énorme mainmise. Là, le truc avec Demolition Man, c'est qu'il avait un peu lâché cette mainmise. C'est une prod Silver, c'est un c'est un très gros film. On va dire qu'il est moins impliqué, on va dire que sur Cliffhanger, admettons, tu vois. Il sait qu'il partage quand même, pas équitablement, hein, parce qu'il a un peu plus le dessus, mais il partage quand même en fait l'affiche avec une autre vedette du cinéma d'action. Il sait qu'il se met au service de cette confrontation. Et je crois, hein, si je dis pas de conneries, qu'à cette époque-là, déjà, il voulait Jackie Chan pour le rôle. Alors, moi, je pense que ça aurait pas été une bonne idée. Je pense pas non plus. Voilà. Surtout que Snipes est absolument parfait dans le rôle. Donc Voilà, non, mais puis surtout, le truc, si tu veux, c'est qu'il voulait Jackie Chan, mais voilà, c'était... Dans l'idée, tu te dis, ah oui, tiens, pourquoi pas? Et puis en fait, quand tu réfléchis 2 secondes, c'est deux façons de concevoir l'action qui sont complètement différentes. Ça se sent plus comme Stallone étant un artiste complet, ça se sent plus comme un calcul de producteur qui se dit, si je fais A plus B, ça va donner un C formidable. Ouais. D'où la petite référence à Jackie Chan d'ailleurs dans le film. Hein. À un moment donné, il y a une petite blagounette là-dessus. Mais justement, moi, je pense qu'en fait, alors on va en discuter sur l'humour, mais on va déjà, je pense, poser les choses sur le film de manière générale. C'est-à-dire que t'as l'humour de Stallone, je pense que c'est justement l'humour. C'est très fat Jackie Chan, par exemple. Ça, c'est l'humour de Stallone. T'as l'humour un peu gonzo du film à côté, qui, à mon sens, n'est pas du tout du fait de Stallone. Ah oui, alors comprends-moi bien, quand je disais que c'était un humour qui lui convenait, je dis bien que c'était qui lui convenait, pas forcément le type d'humour que lui choisit, mais quelque chose qui correspond parfaitement à la persona qu'il a. Et d'ailleurs, il l'a pas vraiment refait, c'est ça le truc en fait derrière, c'est-à-dire que en gros, mais ça on va en parler après dans la conception même du film, quoi. Donc voilà, donc il y a ce truc-là. Pour moi, à la base, c'était les premières promesses, c'était vraiment la confrontation et le côté, comment t'appelles ça, brut de décoffrage du film, tu vois, voilà. Tout ce qui apparaît à la satire, en fait, si tu veux, tout ce qui a trait à ça, etc., etc. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a pris, qui était là, hein, mais qui a pris une ampleur avec le temps, en fait, beaucoup plus dans l'esprit des gens, en tout cas. Hein. Je sais pas comment, ça avait été perçu, ça avait pas été perçu comme un film supérieurement intelligent, hein, par exemple à l'époque. Quand tu compares à Total Recall, où tout le monde disait, en fait, l'argument de vente, c'était cette fois Schwarzenegger réfléchi.
Toi, cette fois, il Oui, réfléchit. c'est une façon de penser quelque part très américaine dans la façon de faire du marketing, Ouais. que de dire, vous voyez, on a engagé un Européen pour réaliser un film, donc ça va être un film plus intelligent. Oui, que et ce qu'on puis fait c'est d'habitude. cadique, et puis Voilà. c'est, tu vois, enfin voilà, etc., etc. Mais il y avait cette espèce de truc, on n'est plus dans Double Détente ou dans Commando, quoi. C'était ça Ouais, c'est la super logique. bien, ces deux tu films. vois. Oui, certes. Mais ce que je veux dire, en fait, si tu veux, c'est que c'est autre chose, quoi. Tu vois, dans l'esprit des gens. Là, c'était pas ça la façon de Non, percevoir. effectivement, Demolition Man. il a été vendu. D'ailleurs, le scénariste original, Peter Lenkoff, qui avait écrit plusieurs specs en essayant de les vendre. On rappelle, en cas où, spec script, c'est des scripts qui ne sont pas commandés et qu'on écrit pour soi et qu'on essaie de vendre derrière, soit ce qu'on appelle aussi une espèce disparue dans le cinéma actuel. Et en fait, il avait écrit plusieurs specs. Il avait réussi à vendre le concept à un producteur pour celui-ci, sauf que c'était un film totalement sérieux à la base. Et c'est l'apport de l'incroyable, du formidable et de l'exceptionnel Daniel Waters Je ne veux pas te dire le contraire. qui a apporté ce ton-là. Alors, qui a écrit le film en 2 semaines. Hein. C'est dire le talent du Ça, il film. me l'avait dit, et c'était assez marrant parce qu'en fait, il voulait pas le faire. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il tournait. Enfin, en gros, il bossait à l'époque avec Joel Silver plusieurs fois. Et en gros, Joel Silver lui a dit, vas-y, pimpe-moi ça, j'ai besoin que tu mettes de l'humour là-dedans, etc., etc. Et Waters a fait, non, mais on a déjà fait Hudson Hawk ensemble, ça n'a pas marché. On a fait Fort Fairlane, ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce que tu veux encore que je bosse avec toi, sur des trucs et tout ça, etc., etc. Et il lui dit, allez, tu sais, Joel Silver, à sa façon, tu vois, comme d'hab, en fait, si tu veux un peu pousser le truc, il lui a mis de plus en plus de pognon, il lui a proposé de plus en plus de pognon, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est Waters qui me l'a raconté directement. Parce que Waters fait partie de la vidéo dont on parlait sur les 3 coquillages, hein, donc dans cette interview, elle est beaucoup plus longue que ça, elle a été publiée dans Rokirama d'ailleurs, c'est pour ceux qui veulent la lire, quoi. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que donc en fait lui, il s'est dit ok, il m'explique le contexte, il me dit on était en 92 et c'était la dernière de Johnny Carson. Le présentateur de Late Night Show, quoi, tu vois, qui est hyper connu aux États-Unis et qui était, en gros, si tu veux, la personne avant Conan O'Brien, avant tous ces mecs-là, etc. C'est un contemporain de Letterman, mais il avait déjà commencé bien avant, tu vois, et de Jay Leno. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que c'était la dernière. Donc, il voulait impérativement participer à cette dernière. Et il s'est dit, ok, ce que je peux faire, c'est, comme il faut faire la queue pendant 2 jours, ok, je vais prendre le script avec moi, je vais annoter le script en fait pendant les 2 jours où je fais la queue, en fait pour avoir mes billets, en fait pour être bien placé pour cette dernière de Johnny Carson, quoi. Et donc en fait en lisant le truc, il a dit ok, je sais où est-ce que je peux retoucher en fait les éléments et rajouter ce qui pour lui en fait est une volonté de satire en fait très clairement, quoi. C'est-à-dire là où c'est assez marrant parce que en fait aujourd'hui avec le recul, alors lui il a fait un commentaire audio, alors t'as sorti ton petit DVD, ton petit Blu-ray pardon, Blu-ray de Demolition Man, sur lequel qui est un petit peu cul-nu, hein, il faut le dire quand même, il n'y a pas grand chose Il y a dessus. un commentaire audio non sous-titré et basta. Voilà, moi j'ai le Arrow. Ouais, mais il y a un gros défaut sur le Arrow. Je sais, mais j'ai le Arrow en fait qui est je sais pour toi, pas pour moi je m'en fiche, mais en fait Il n'y a pas la VF, c'est ça voilà. le défaut. Mais sur le Arrow en fait si tu veux c'est bardé de bonus, et un des bonus c'est un commentaire audio de Daniel Waters avec Marco Momaya qui est récent, où lui il blague là-dessus en disant le jour où MAGA va vraiment prendre le contrôle du monde, tu vois, en fait on sera épargné parce qu'on s'est foutu de la gueule du politiquement correct dans Demolition Man, tu vois, nous autres démocrates, quoi, tu vois, parce que c'est un démocrate, Daniel Waters, quoi, et Bambila aussi apparemment, mais comme quoi on pouvait se foutre de la gueule du politiquement correct dans les années 90 et être quand même démocrate, quoi, tu vois, donc voilà, mais non, après l'approche que lui il avait là-dessus, alors lui il le dit ouvertement, hein, il a pompé Woody et les robots. Faut oser pomper au bout les robots, ok. Sleepers, donc de Woody Allen, qui est une comédie de SF effectivement un peu satirique et tout. Et il a pris énormément d'éléments là-dedans, qui pour moi en fait font aujourd'hui le sel du film. C'est-à-dire que en gros, le film est très sympathique, hein, je veux dire en soi, c'est un bon film d'action, tu vois, bien fait avec plein de pognon, plein de trucs. Quand on en parle avec 33 ans de recul, si tu veux, et quand tu le revois et tout, etc., il y a tout un... C'est assez marrant de l'encastrer, en fait, dans un contexte, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, tu vois, mais pour moi, c'est un peu... c'est assez marrant, mais c'est la digestion de Blade Runner, quoi.
en fait, un film comme ça déjà, en termes de science-fiction pure. C'est-à-dire que dans le look, tu vois, c'est le même production designer, hein, tu vois, mais Blade Runner, c'est un film qui avait été un bide à l'époque. Tu vois, et en gros cette espèce de c'est futur intéressant justement parce que Blade Runner ton exemple est intéressant, c'est pour ça que j'aimerais bien que tu le développes. C'est que Blade Runner est un film où il y a énormément de décors, de maquettes, là où Demolition Man ils ont fait un énorme travail, ils ont tourné à Los Angeles, ils ont tourné à San Diego, ils ont tourné dans Orange County juste pour trouver des bâtiments qui faisaient futuristes à l'époque. Oui, mais le truc c'est que t'as une teinte, comment dire, alors t'as beaucoup de travail de maquette, hein, sur Blade Runner, etc., que t'as pas forcément là, tu vois. Mais en fait, t'as une teinte futuriste, en fait, si tu veux, qui, je pense, participe de l'aspect satirique du film, tu vois. Là, c'est pas du fait de Daniel Waters, hein, ce que je vais dire, mais la satire de Daniel Waters sur cette esthétique-là, si tu veux, même si c'est pas exactement la même, si tu veux, le plan d'ouverture de Los Angeles. Avec, comment t'appelles ça, le Hollywood en flammes, c'est un plan à la Blade Runner. Ah, tout à fait. Mais voilà. Même si c'est en 96, tu vois, en l'occurrence. Dans le futur. Ouais. Sur cette scène d'intro, t'es vraiment, justement, sur le monde en déliquescence de Blade Runner, et je pense que c'est une référence assez consciente. Je n'en suis pas sûr, mais je pense. Je pense que c'est difficile de faire autrement. Puis t'as toujours, en fait, t'as aussi le plan de l'œil, tu vois, que Besson a repris dans le 5e élément aussi d'ailleurs, tu vois, t'as aussi ce genre de truc, etc. Ce que je veux dire, c'est que si le mec me dit, si Brambilla il me dit que c'est pas du tout une référence en allant chercher le même production designer, je serais quand même très très surpris. Effectivement, après, le truc, quand je dis que c'est pas le même film, hein, je dis pas du tout que c'est Blade Runner, je dis qu'en fait on arrive au stade en fait de cette esthétique, si tu veux, qui est poussée, on va dire, en 93, donc plus de 10 ans après Blade Runner, si tu veux. À la fin, les films de SF qui arriveront derrière ressembleront plus vraiment à ça. Enfin, t'as le 5e élément, encore une fois, mais ça, on sait que c'est pareil. Il a arraché, tu vois, littéralement des pages du storyboard. T'as l'impression de Blade Runner pour le mettre dans son film. Tu vois, il a pris des plans à droite, à gauche, tu vois. Donc, t'as les voitures volantes dans le 5e élément. Mais justement, moi, je trouve vraiment que Demolition Man est presque... Si hommage et ou inspiration il y a, c'est presque comme l'anti-Blade Runner. À la fin, parce que sur ce que ça raconte. De toute évidence. Pas seulement, aussi parce que effectivement nous sommes dans une société qui est policée où tout est blanc, tout est propre, tout est sauvé entre guillemets, là où Blade Runner c'est l'archétype du monde en déliquescence. Sur ce que ça raconte, donc c'est ce que je dis, tu vois. Mais ce que ça montre aussi, visuellement. Mais bon, les voitures sont belles. La voiture d'ailleurs, pour l'anecdote, est une vraie voiture. Hein, c'est une General Motors. C'est un prototype qui s'appelait l'Ultralight et ils en ont prêté, je crois, 17 pour le tournage. Et c'est une voiture qui n'a jamais sorti en grosse production, mais c'était un des prototypes de General Motors. Ils se sont dit, ça fait futuriste. Allez. Alors, le truc, c'est qu'on l'a dit qu'on était fans tous les deux du film. Je pense toi un petit peu plus que moi. C'est parce que c'est génial. Voilà, alors vas-y. Développe. Mais j'ai pas besoin de développer. En fait, c'est. Ah bon, si, attends, alors on pose les micros alors. Tout le monde le sait que Demolition Man, parce qu'il y a un vrai. Il y a un vrai sens, effectivement. La satire, on la voit beaucoup plus aujourd'hui, mais à l'époque, déjà, c'était un film que je trouvais très drôle, très enlevé, avec moi un Wesley Snipes effectivement que je trouve formidable dans le film. Et puis il y avait ce côté, le politiquement correct était quelque chose qui commençait déjà effectivement à arriver chez nous dans les années 90. L'expression datait de quelques années avant, me semble-t-il, mais je peux me tromper, je suis pas sociologue. Mais globalement, on commençait déjà à dire on n'a plus le droit de rien faire. C'est pas récent comme courant de pensée. On n'a plus le droit de rien faire, on n'a plus le droit de rien dire. Donc on avait ça, et on avait un film qui se moquait ouvertement et qui poussait les potards à fond de si on veut vraiment avoir une société propre, voilà ce que ça donne. Et je trouvais ça assez chouette du haut de mes, je sais pas, 15 piges à peine à l'époque. Je trouvais ça très, très, très chouette. Et en plus, effectivement, moi, à partir du moment où tu mets des immeubles qui font boum, je suis content. Hein, ça, c'est le grand truc de Joel Silver. Alors, on en avait parlé dans l'épisode sur L'Arme Fatale 3. Et le film, c'est quelques mois après, en fait. Celui-là, il a un an, il a été fait un an après, quoi. Oui, c'est ça. On a effectivement, sur L'Arme Fatale 3, ils n'avaient pas trouvé d'immeuble à Los Angeles, donc ils ont été tournés à Miami, un immeuble qui devait être détruit. Et puis pour Demolition Man, ils se sont dit, ce serait bien qu'on fasse la même chose, parce que c'est vrai qu'à l'image, détruire un vrai immeuble, ils foutent le feu,
c'est assez unique. Comme Puis façon de l'explosion, faire. elle est complètement dingue. Hein. Tu vois, je veux dire, quand Complètement tu revois la scène aujourd'hui, voilà, tu te dis putain, il y a un immeuble entier là comme ça, enfin en rang d'oignon là comme ça, tous les étages qui pètent et tout d'un coup, et tu fais putain, Et tout ça pour que juste après, t'aies une petite scène de dialogue avec deux, trois dialogues un peu rigolos, mais le décor de derrière, c'est juste un immeuble qui viennent de faire péter pour de vrai. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est impressionnant, mais ça, c'était la touche Joel Silver, on va dire. Bon, la scène d'ouverture, elle est cool. Je veux dire, c'est quand même donc John Spartan qui arrive en hélico. Ça devait être un ballon dirigeable. Ah bon ? C'était ça dans la première version du scénario. Ce qui, en fait, apparemment, n'a pas trop plu à Stallone. Il me dit, attends, mais il faut un truc couillu, là. Faut arriver avec un hélico de l'armée, là, tu vois. Faut pas arriver avec un ballon dirigeable, c'est ridicule, tu vois. Donc, en fait, il arrive avec un hélico de l'armée. Il se jette dans le vide, en fait, en faisant un saut en, comment t'appelles ça, à l'élastique, tu vois. Qui, évidemment, dans la réalité, le cascadeur qui a fait ça n'a pas utilisé un saut à l'élastique parce qu'un saut à l'élastique, C'est un ça rebondit. décélérateur, ouais. Et ils ont utilisé un décélérateur, mais ça rebondit. Et si ça rebondit trop, il y a des pales au-dessus d'un hélicoptère. Donc la cascade devenait trop dangereuse. Ouais, donc voilà. ils ont utilisé un filin normal. Voilà. Cascade de... alors, c'est pas lui, je pense pas que ce soit lui, parce qu'il était déjà quand même un peu âgé à l'époque. Hein, mais cascade de... Enfin, coordinateur de cascade, c'est Chuck Pisserni, qui était déjà à l'œuvre dans pas mal de films de Joel Silver, dont Die Hard, dont Piège de cristal, et qui avait donc en fait assuré à l'époque à McTiernan que le saut de l'immeuble du Nakatomi que fait McLean en fait à la fin, quand le toit explose, c'était possible de le faire en live. Et non pas en fait avec du compositing et des trucs comme ça, etc. Donc, en gros, si tu veux, voilà, c'est des méthodes un peu similaires qu'il a utilisées pour les deux sauts, je crois. Et ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que donc t'as cette scène où il saute, donc voilà, il lâche son truc, il commence à défourailler tous les hommes de main de Wesley Snipes sur le truc, il descend, il arrive, il le rejoint, et là t'as une confrontation Mais c'est avec un foreshadowing. Ouais, mais c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans le film, c'est que je trouve que la confrontation est très efficace. Évidemment, elle est physique, mais elle n'est pas que physique. C'est pas même si Demolition Man c'est quand même une grosse brute. Enfin, il n'arrête pas de l'appeler l'homme des cavernes. Et parfois il y a de quoi, mais globalement ce ne sont pas deux brutes, ils sont tous les deux malins. La scène elle est assez glaçante alors qu'elle se passe dans un environnement où il va y avoir pas mal de feu. Il fait froid ici où c'est juste moi effectivement qui est un procédé narratif que moi j'adore, qui est la phrase qui se répète et qui veut dire autre chose quand tu la répètes quelques minutes après. C'est surtout que comment dire, il y a deux phrases en fait qui sont répétées. Il y a celle-là. Et il y a, quand Stallone le presse pour savoir où sont les otages, en fait, il répond, l'autre lui répond, je les ai perdus, je te jure, je perdrais ma tête si elle n'était pas attachée. Quoi, c'est vrai. Et donc, on en revient à la scène finale du film, où il se fait littéralement décapiter après avoir été congelé. Donc, en fait, on est quand même dans le foreshadowing total. Dans un effet qui ressemble effectivement à celui de Terminator 2, sorti quelques années avant, mais que je trouve très, très, très réussi. C'est un effet qui vieillit très, très bien. Ouais, avec ceux du CGI, hein, mais à une époque où, je crois... Hein. Des particules en CGI en 93, ça m'étonnerait. Ah ouais ? Ouais, les particules, c'était difficile à faire. En tout cas, je crois qu'ils l'ont fait avec la boule qui tombe... Et là, c'était du CGI pour bon, bref. Passons. Mais non, je pensais pas... Tu parles de la tête qui explose, toi. Ah oui, c'est ça que tu parlais. Moi, je pensais que je parlais du gel, moi. Non, c'est pas la tête, effectivement. C'est pas du CGI, non. Le gel, j'ai l'impression qu'effectivement, qu'il y a un liseré de CGI pour faire l'avancée. Ouais. L'avancée a dû être fait autrement. Ouais. Mais bon, en tout cas, grosse scène d'action. Et moi, je trouve, en fait, c'est là où le film ne délivre pas totalement derrière, c'est que les scènes d'action suivantes n'ont pas cette tenue-là, quoi. Tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. Elles sont efficaces. Il n'y a pas une scène, il y a pas une scène où tu te dis, waouh, ça, c'est une scène qui va marquer l'histoire du cinéma d'action. Il y a pas. Non, mais par exemple, en fait, si tu veux, t'avais une scène. En fait, t'as 2-3 trucs. Alors, le truc qui est intéressant, en fait, c'est que par son concept même. Et je pense que c'est là où, en fait, un Waters, en fait, s'est amusé avec ça. Par son concept même, il y avait déjà en germe l'idée d'être un peu méta. C'est-à-dire que, en gros... avant même que quiconque utilise ce terme. Voilà. Alors, le film date de la même époque que Last Action Hero, mais Last Action Hero était ouvertement méta. C'est Arnold qui joue son rôle et qui joue un autre rôle dans le film, enfin, tu vois, etc., etc. Donc, en fait, t'avais ce truc-là, il était totalement assumé.
presque trop pour le public apparemment, tu vois, de cette époque-là. Même si moi, je pense que c'est une façon de vendre le film qui n'a pas été maligne, si tu veux, sur le cas de Last Action Hero. Là, dans Demolition Man, ça a été caché tout simplement sous le vernis du cinéma d'action, quoi, tu vois. Et je pense que pour une partie du public, il n'y a pas eu vraiment de questionnement autour de ça, quoi, tu vois. Mais aujourd'hui, avec le recul, c'est le sel du film pour moi. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée de dire que Stallone est un Cro-Magnon, en fait, c'était une chose quand il faisait ses films tout seul dans son coin, et qu'en gros, on le confrontait à une menace, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, les Russes dans Rambo 2, les Russes dans Rambo 3, tu vois, les Russes dans Rocky 4, tu vois. Donc en fait, c'était vraiment genre, en gros, c'était vraiment... en fait, il était un peu paumé dans ses propres obsessions, en fait, à ce moment-là. Et très rapidement, d'après ce que j'ai compris, déjà, il en a beaucoup souffert d'un point de vue de l'image, quoi, même si ça a été ses plus gros cartons de l'histoire de sa carrière. Il en a d'autant plus souffert. C'est que, comme toute personne qui réussit, enfin, je pense, parce que bon, c'est quand tu réussis à faire un truc qui ne correspond pas exactement à qui tu es ou à ce que tu es ou ce que tu voudrais faire, tu veux toujours faire autre chose, dire mais en fait c'est ça que je sais faire, sauf qu'il était prisonnier de cette image d'homme de Oui, mais ça, le truc c'est qu'à la limite normalement en fait les gens devraient le savoir, puisqu'en fait il est capable de faire Rocky, tu vois, ou les tavernes de l'enfer, ou tu vois, Fist. Ah, mais c'était hallucinant que, enfin, Fist, personne n'avait vu, donc évidemment les gens savaient pas. Non, mais bon. Personne ne l'a toujours vu. En général, quand tu demandes aux gens s'ils connaissent Stallone, au bout de 2 minutes, tu leur demandes s'ils ont vu Fist. 8 fois sur 10, on te répond, je sais même pas ce que c'est. Parce que c'est un film qui a jamais repris la place qu'il devrait avoir. C'est un très bon film. Oui, mais le truc, c'est que ce que je veux dire, en fait, c'est qu'on sait qu'il était capable. Et l'autre truc derrière, c'est que c'est surtout, il a essayé d'aller dans le sens inverse. C'est-à-dire Tango et Cash, d'un seul coup, il s'est mis des costards 3 pièces, et puis en fait, des lunettes, et il a joué l'intello, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et il a laissé le rôle du crasseux à Kurt Russell. Dédicace Jeanne, tu vois. Voilà, autre grand film, hein, Tango et Cash. Non, mais bien sûr. Mais en fait, et d'ailleurs, c'était le trip de Konchalovsky sur le film, c'était de déconstruire le Rambo. Mais c'était vraiment pas Stallone, Rambo. Je trouve que ça marche assez bien. Moi, c'est tout bête hein, de lui coller un costard et des lunettes, c'est vraiment tout bête. Mais en même temps, il les porte bien, donc ça marche. Hein. Oui, bien sûr. Mais après, le truc que je veux dire, si tu veux, c'est que pour moi, le film, et je vais être honnête, ni Tango et Cash ni Demolition Man n'ont vraiment réussi ça, je trouve, totalement. Tu vois, de déconstruire ce truc, c'est parce qu'en fait, quelque part, si ces films-là ont cartonné à l'époque, Rambo 2, Rambo 3 beaucoup moins, mais parce qu'on était déjà à la fin du mouvement, ou Rocky 4, en fait, c'est que en gros, il le faisait aussi très très bien, ça. C'est-à-dire que en fait, quelque part, aux yeux du public, il le faisait très très bien, représenter cette espèce justement de personnage, comment dire, brut, tu vois. Et du coup, peut-être que Demolition Man y arrive un tout petit peu mieux que Tango et Cash, juste parce qu'en fait, la force de son concept, c'est-à-dire le fait de décaler l'époque à laquelle ce personnage et le Demolition Man a un futur aseptisé, politiquement correct, qui ne veut pas de lui, qui en gros est l'aura public qu'il avait en 89-90, tu vois, en gros, c'est un peu plus, je trouve, c'est un peu plus pertinent, entre guillemets, tu vois, et surtout, ça lui permet à lui de continuer à être comme ça, même s'il l'est beaucoup moins que dans Rambo 2 et Rambo 3, il faut être honnête, tu vois, et beaucoup moins sauvage, quoi. Ça le permet, en fait, de justement de se confronter à cette image-là et de s'en moquer un petit peu, en fait. Alors, gentiment, hein, tu vois. Mais c'est normal que ce soit gentil. C'est-à-dire que ça reste un blockbuster à entre 50 et 70 patates, donc ce qui à l'époque était un énorme budget, donc ça doit faire rentrer de l'argent, donc tu peux pas aller n'importe où non plus, complètement déconstruire le héros, il faut que tu trouves cette limite où le public qui paye sa place pour voir Stallone qui pète la gueule à tout le monde, aura Stallone qui pète la gueule à tout le monde. Et je pense que celui-là, il est sorti content. Et celui qui lui sait que Stallone est un acteur, enfin un auteur d'ailleurs, parce que acteur, réalisateur, scénariste, a aussi vu un Stallone qu'il avait pas vu depuis longtemps et que tu retrouves avec un petit sourire en coin pendant tout le film, quoi. Ouais, il y a ça. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, sur les scènes d'action qui suivent, bon, t'as une scène qui est dans cette logique-là, qui est la scène dans le musée, où, en fait, les deux appartiennent au musée, en fait, quelque part, enfin, Stallone et Snipes, tu vois.
Et dans le hall de la violence. ouais, dans le hall de la violence, c'est ça, c'est l'endroit où ils ont reconstitué une scène de rue typique des années 90. C'est un vieux décor pourri, moisier, ça se voit à des kilomètres, mais l'idée c'est que c'est une rue du Big One qu'ils ont conservée en état. Voilà, c'est ça, tu vois. Bon, c'est pas tout à fait... C'est pas hyper réussi. Non, c'est aller tourner dans la rue, les gars, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça. Mais voilà. Avec en plus, là où le film devient un peu... Enfin, c'est qu'il y a des fusils à plasma, voilà, etc. Fusil de l'espace. Ah, ouais. c'est formidable, ce film. Ça, formidable. c'est en français, ça? Ah oui, parce qu'il faut confronter la VF et la VO, du coup, maintenant. Oui, puisque alors, toi, c'est un film que j'ai découvert donc à sa sortie en salle et mon cerveau de 15 ans, 16 ans, je ne sais plus, a fait un anévrisme. Presque 18, mon ami. Oh mon Dieu, comme le temps passe. J'ai trouvé ça absolument génial et je l'ai vu en VF puisqu'à l'époque, je ne vivais pas à Paris. Et quand tu ne vis pas dans notre belle ville, dans le reste de la France, les VO, c'est difficile à trouver. Voir là où je vivais, Perpignan, ça n'existait pas tout simplement. Donc c'est un film que j'ai vu en VF et que je suis incapable de regarder en VO. Alors que je sais que les deux sont bons acteurs, mais ça fait partie de ces films que je regarde en VF avec un grand plaisir et ça me permet de faire une petite dédicace à monsieur Jacques Martial. Jacques Martial, c'est le doubleur de Wesley Snipes dans ce film, qui a eu une trajectoire plutôt intéressante, puisque Jacques Martial nous a quittés l'année dernière, malheureusement, et alors qu'il était adjoint à la mairie de Paris. Donc on peut dire que cet homme a eu une trajectoire assez intéressante et je serais curieux d'en savoir plus sur le bonhomme quand même. Mais bon, moi c'est le VO, hein. Excuse-moi, tu vois. En plus, ça permet quand même de faire le constat, en fait, que dans leurs blagues, ils se retrouvent un peu comme des cons, des fois. C'est-à-dire, c'est quand même assez connu maintenant, mais à l'époque de la sortie du film, donc, un des gags du film, enfin, un des aspects satiriques du film, c'est que le méchant du film, la Cocteau, invite Stallone à un moment donné au restaurant. À la pizza. Sauf qu'en anglais, c'est Taco Bell. Merci Jeanne. Tu vois, Taco Bell, personne ne sait ce que c'est en France, tu vois. Ah non, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, il y a effectivement cette Taco Bell en américain. Parce que si tu écoutes la version internationale du film, c'est Pizza Hut, y compris en anglais, avec une synchronisation labiale dégueulasse. Pas toujours très réussie. Dégueulasse. Moi, j'ai vu le film au grand écran Place d'Italie. Donc l'écran était gigantesque et là je vois la bouche de Stallone qui fait comme ça, tu sais, qui fait n'importe quoi sur Pizza Hut. Et là je sais pourquoi. Et donc on l'a appris après ce que c'était le truc. Ce qui est un petit peu marrant en plus, c'est que Pizza Hut, ça appartient à Taco Bell. Oui, enfin c'est la même ouais, voilà, c'est ça. Ce qui est marrant, c'est que le premier Pizza Hut, parce que du coup j'ai fait des recherches pour pas dire de bêtises, vraiment on fait des trucs incroyables, hein. Et a ouvert en France en 1987 Place d'Italie, Boulevard des Italiens. D'accord. Mais ça a été le seul pendant des années et ils ont commencé à installer des Pizza Hut en France en 1993, ce qui fait qu'en gros pour les Français c'était pas plus connu. Ouais, à peine plus quoi, c'est ça. Et ce qui est effectivement un peu moyen dans ce truc de refaire pour avoir deux boîtes différentes pour que le gag marche mieux, c'est que en gros ils ont retourné quelques plans avec mais vraiment c'est un sticker collé par-dessus le sticker d'origine quoi. Puis ça se voit. Ouais. Et puis ou un insert sur la boîte où tu vois écrit Pizza Hut mais c'est vraiment un insert. Et le dernier truc, c'est toute la discussion au restaurant à table. Si tu regardes le fond du décor, tu vois très clairement là cette fois-ci incrusté de façon super jolie dans les vitres la cloche de Taco Bell partout. Ah ouais, bah voilà, c'est ça. Donc le truc, c'est que alors moi, je l'ai revu sur le Haro, il y a les deux versions. Il y a la version. Non, mais c'est vrai. Bah, moi, c'est ça que j'aime bien avec Haro. Taco Bell Cut, quoi. Non, mais c'est des complétistes. Tu vois, les mecs, ils essayent de te mettre tout ce qu'ils peuvent trouver. Tu vois, donc en fait, t'as les deux versions du film. Sauf autre chose que la. Non, mais la VF, ils ont pas le droit, je crois. Bah oui, mais en même temps, en France, ils sortent rien. Donc... Bah, mais j'y peux rien, moi, ça, c'est pas le problème, c'est pas la faute d'Haro. Haro, c'est ce qu'on sait. Si, j'exagère, ils sortent plein de trucs, mais bon, quand tu vois qu'ils sortent Speed environ 25 ans après qu'ils soient sortis aux États-Unis, bah forcément, tout le public potentiel a déjà acheté, quoi. Oui. Le truc, c'est qu'en tout cas, ce qui est assez marrant, c'est que sur cette version-là, on peut voir les deux versions. Et ça, c'est la seule différence. Bah, c'est la seule grosse différence parce que le cut c'est le même, hein, grosso merdo quoi. Il y a peut-être des endroits dans le monde où il est sorti coupé, mais ça, voilà, c'est plus du tout. C'est peut-être en Angleterre à l'époque ou en Allemagne. La BFFC, je crois, ça s'appelle. Ouais. Donc l'organisme de classification anglais a le ciseau facile. Ouais, puis les Allemands aussi, hein. Je veux dire, ça leur arrive aussi de couper les films et tout. Donc
Bon, après, ça reste un film relativement sage, en vrai, hein, même quand tu regardes aujourd'hui, tu vois. Je veux dire, moi, je trouve que justement, par rapport à tous les Rambo 2, les trucs comme ça, etc., c'est beaucoup moins violent. Non, c'est pas du tout une boucherie. Hein. Il est classé R, me semble-t-il. Oui. Mais je pense que c'est plus une question de vocabulaire, puisqu'il y a la fameuse machine. Et ça, c'est un super gag. Moi, ça, c'est un gag que j'adore. En fait, le truc avec la machine à injure, là, qui te donne une prune, en fait, à chaque fois que tu dis un gros mot. Et en plus, des fois, les gros mots, Vous avez reçu une amende d'un crédit pour absence au code de moralité du langage. Ça. Mais en fait, le truc qui est génial, c'est qu'en VO, c'est que t'as du fuck. Quand il dit fuck, en fait, t'as la sonnette, quoi, qui part. Donc, c'est une grosse de gros klaxons, là, tu vois. Et même quand il dit Israël ou je sais pas quoi, tu vois, en fait, ça part, quoi. Et le truc, c'est que au début, tu rigoles parce qu'en fait, t'as Stallone qui fait toute une blague justement sur les 3 coquillages. Il sait pas utiliser 3 coquillages, donc il dit plein d'insultes en fait à la machine pour avoir du papier pour estorcher le cul, tu vois. Et tu l'oublies. C'est un vrai, tu l'oublies. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a une insulte, en fait, ça sonne derrière. Et ça, c'est quand même très très drôle, quoi. Normalement, je suis assez peu client du comique de répétition. Mais j'avoue qu'effectivement, tu te dis qu'une fois qu'est arrivée la blague du papier toilette, ça y est, ils ont fait le tour de cette blague. Mais la blague du papier toilette, elle est moins drôle, moi, je trouve, que les blagues d'après. Je trouve aussi, c'était effectivement, t'as à chaque fois, pendant les 1h50 que dure le film, dès que t'as quelqu'un qui profère une injure, même si c'est parfois sous-mixé, c'est souvent bien mixé pour qu'on l'entende bien, mais 2 ou 3 fois c'est sous-mixé, mais c'est toujours là, je trouve ça génial. Et on en arrive à ce fameux moment en fait de la VOVF où quand même ils sont un peu emmerdés, tu vois, parce que c'est quand même difficile de traduire certains trucs, tu vois. Donc la grande phrase, au lieu de dire bonjour, au revoir, si tu veux, alors en VO c'est Be Well. Je ne dirais pas la version française, je ne suis pas grossier à ce point-là. Eh ben moi, je l'ai dit parce qu'en fait, on va mettre une petite ref à ça. On a mis une petite ref à ça au début du podcast, tu vois. Donc, les gens qui se demandaient d'où ça venait, c'est ça, tu vois. C'est que, en fait, en français, donc c'est Be Well en anglais. Soyez heureux en français. Be Fucked quand Stallone lui dit, quand Stallone lui répond, tu vois. Et là, les mecs, ils se sont dit, putain, mais comment on va traduire ça, quoi, tu vois. Et on va traduire ça en français qui veut rien dire. Parce qu'en fait, quand il dit soyez heureux, ça marche. Et Stallone lui répond soyez enculé. Et donc ça marche pas, ça veut rien dire. Mais bon, ils se sont dit merde, comment est-ce qu'on pourrait, tu vois, voilà. Donc c'est les limites un petit peu de la VF qui transforme un peu la VF de manière un peu rigolote aussi, mine de rien. Bah, oui, enfin c'est la punchline qui effectivement est un peu brinque-ballante, mais en soi ça fonctionne quand même. Puis j'avoue que moi quand je regarde les films avec lesquels j'ai grandi, il y en a quelques-uns comme ça que je regarde que en VF, mais j'ai tendance du coup à mettre les sous-titres anglais pour pouvoir comparer les blagues. Ah oui, oui. Et il y a des fois où ils en inventent de nouvelles, il y a des fois où ils n'arrivent pas à la traduire, donc ils enlèvent la blague. Et je trouve l'exercice assez intéressant, ça montre aussi que le travail de doublage c'est un vrai travail. Surtout à l'époque où ils avaient plus longtemps qu'aujourd'hui, où vu que les films aujourd'hui sortent le mercredi chez nous, 2 jours avant les US, ils font les versions doublées à une vitesse qui fait que le travail d'invention est forcément moins important. Alors c'est assez marrant parce que dans cette VF là, c'est malgré tout, ce n'est pas Alain Dorval qui fait la voix. C'est Jacques France, non, je crois, c'est ça ? Il me semble, mais je me suis tellement concentré sur doubleur de Wesley Snipes, mes recherches sur la mairie de Paris. Et c'est assez marrant parce que tu sais pas trop pourquoi Dorval a quand même longtemps fait la voix de Stallone. Et justement, je me rappelle de lui dans une interview de Starfix où il disait que déjà à cette époque-là, là il parlait de Rocky V, je crois, c'était à peu près à cette époque-là, ou Tango et Cash, je sais plus, un de ces films-là. En fait, il disait, en gros, à l'époque, on avait encore le temps de travailler longtemps les VF. Et là, c'est de moins en moins le cas. Alors, imagine aujourd'hui, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'il disait ça à l'époque de Tango et Cash, en comparant à Rocky, quoi, au premier Rocky, tu vois, où ils avaient des mois et des mois pour faire du travail. Ce qui est aussi une belle preuve que nos doubleurs, je ne regarde plus les films en VF maintenant, mais je suppose que vu que la plupart des gens voient les films en VF, on doit avoir quand même de sacrés bons doubleurs, parce que tout faire en 2 jours, ça va être compliqué. Hein. Ouais, je sais pas. Moi, je regarde pas, je peux pas trop me pencher là-dessus, ouais, j'avoue. Les seuls moments où je peux avoir accès à ça, c'est les bandes annonces, mais à mon avis, les bandes annonces sont encore moins, bien doublées que les films. En tout cas, donc ils ont encore moins de temps. À l'époque où je travaillais en jeu vidéo, forcément, les comédiens sont des comédiens de doublage. Alors pour moi, ils n'étaient pas français puisque je travaillais directement en anglais. Mais moi, je suis totalement admiratif des comédiens de doublage parce que c'est un boulot où il faut être d'une précision extraordinaire
tout en étant à coller une interprétation qui n'est pas la sienne. Et c'est pas toujours facile. Voire à une interprétation qui n'existe pas encore. Pour le jeu vidéo, les cutscenes sont souvent faites après, quand on a les voix, où elles sont en cours de finalisation, donc on leur montre des trucs tout moches, et ils font en général un travail qui est vraiment incroyable. Est-ce qu'on a passé le point VF ? On revient à nos moutons. On peut revenir à nos moutons. Bon, pour avancer sur Demolition Man, donc le truc, si tu veux, c'est que moi j'aime le film aujourd'hui vraiment pour l'aspect satirique. Tu vois, je pense que c'est vraiment le truc qui fait que le film tient la route encore aujourd'hui. Entièrement d'accord. Pour être tout à fait honnête, je suis pas fan de la mise en scène de Brambilla. Tu vois, c'est relativement. C'est relativement fonctionnel et tout, mais par exemple, justement, dans les scènes d'action, tu vois, il y a un peu trop de caméras qui penchent d'un côté ou de l'autre. Toujours, il y a un problème avec les débulés. Toujours. Non, mais le débulé avec Tony Scott, quand c'est un plan sur 5, tu vois, ça me va. Mais là, en fait, c'est quand le débulé il se fait en plein pendant l'action, tu vois, j'ai un peu plus de mal déjà, j'avoue. Ça dépend. Je trouve par exemple que le générique de début, donc après cette scène d'action giga explosive où il y a tout qui pète dans tous les sens, je trouve qu'il est assez élégant, son générique. Moi, j'aime bien la façon dont il filme les corps gelés, tu vois. Ça, c'est cool dans le générique, voilà. Mais bon, voilà. Après, il y a ça, je trouve que c'est problématique dans la scène d'action dont on parlait dans le musée. Je trouve que c'est encore plus problématique quand t'as Stallone qui se retrouve à prendre un piquet là pour taper sur les mecs. Je trouve pas ça terrible, tu vois, c'est un peu mou. Même chose avec la scène de poursuite en bagnole à la fin. Et puis on en revient là, apparemment c'est Pisserni qui dit lui-même en fait sur les bonus justement de la version Arrow qu'il a tourné, que c'est lui qui a tourné la scène de baston finale entre Stallone et Schwarzenegger. Pareil, je suis pas... Snipes, pardon, merci. Putain, j'étais sur Schwarzenegger parce que dans mon cerveau, je me disais, il faut qu'on parle quand même de la rivalité puisqu'il y a encore un point là-dessus, quoi. Excuse-moi, Snipes, merci. Merci de me reprendre. Et cette scène de baston, elle est comment dire, elle est fonctionnelle, quoi. C'est fonctionnel, tu vois. C'est pas, en fait, c'est ça le souci que j'aime. Moi, ce que j'aime, c'est les moments où t'as Stallone qui se retrouve à devoir à faire du tricot, quoi. et à filer et à filer le lendemain il revient tout penaud là et il file le pull qu'il a tricoté toute la nuit à Sandra Bullock, quoi. Déjà de base je pense honnêtement que le cinéma d'action est, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, probablement le plus difficile à faire. Oui. Puisque c'est celui où de façon nécessaire, là je prêche des convertis pour les gens de capture, mais le découpage est monstrueusement important. Sauf que du découpage, c'est extrêmement difficile à faire. Et je suis étant donné que, mine de rien, même si Marco Brambilla avait déjà tourné des clips, je crois, des choses comme ça, c'était son premier film. Et je trouve que pour un premier film... c'est un film énorme. Et c'est énorme en plus, avec un producteur... un ogre, parce que il est pas simple, Joel Silver. Je trouve qu'il s'en sort bien. Oui, les scènes d'action n'ont pas l'élégance incroyable qu'on ne retrouvera jamais, celle de John McTiernan, mais c'est parce que John McTiernan est un génie incomparable. Oui, mais même sans aller jusque là, tu vois, je veux dire, c'est au mieux, c'est fonctionnel, je trouve. Au pire, ça date un peu le film, je trouve. Ça le date en fait, et c'est aussi, ça fait partie de tout le truc, c'est ce que je disais quand je disais esthétique Blade Runner en fait poussé à terme en fait finalement, quoi. C'est à ce moment-là déjà dans la SF tu disais il faut un peu se renouveler, tu vois. Je veux dire c'est pas les mecs sont pas habillés, mais par exemple les toges larges en fait dans de Bob l'assistant, associé de Bob en anglais, tu vois. Voilà, mais il y a pas que lui, tous ils ont des toges, tu vois. Moi c'était trop, on dirait un canapé. Mais ce film est génial en VF. Voilà, donc d'accord, bah tu vois, je pensais qu'on avait fini le point VF. Je peux pas, ça revient toujours. Mais donc voilà, ça fait partie des trucs en fait, je trouve, ça date un peu le film, ça voilà. Et là ça tire. Là où c'est drôle en fait, si tu veux, c'est que évidemment il y a plein de gens qui te disent ah putain le film il était prégnant, enfin tu vois il était prescient, il avait compris plein de choses et tout ça, etc. Mais comme tu le disais, on était déjà en fait dans ces prémices là en fait. Néanmoins, c'est juste qu'on avait encore le loisir pour le coup. Clairement de le critiquer. Pour moi, il y a 3 films qui ont vu le futur. 3. Il y a Blade Runner, pas dans son appréciation de à quoi allait ressembler le futur, mais dans la victoire totale des corporations sur les États. Et puis Blade Runner, moi je suis désolé, quand j'étais gamin, j'avais le sentiment que c'était le futur. Quand je me dis ça va être ça le futur, tu vois. J'avais vraiment ce sentiment-là. Voilà, alors on le sait qu'on sait pas le cas. C'est pas ça, mais par contre la surpuissance des corporations, les too big to fail comme ils le disent eux-mêmes, trop gros pour être cassés. Le deuxième, c'est Ennemi d'État, Ennemi d'État de Tony Scott, qui a vu avant tout le monde l'obsession sécuritaire et la privation des libertés et des caméras partout au nom de c'est comme ça qu'on va vous protéger.
Et le troisième, c'est Demolition Man, avec son monde où tout le monde est super poli, super gentil en surface, mais pas toujours en dessous, parce que le monde aujourd'hui est poli, mais il est pas très alors, gentil. ce qui est super drôle, c'est que c'est, en fait, avec le recul, tu te dis, c'est le monde du passif-agressif, quoi. C'est-à-dire Totalement. que tu peux pas te toucher. C'est-à-dire qu'en fait, leur salut, c'est un truc où ils font comme ça avec la main, tu vois, ils peuvent pas se toucher. Notons d'ailleurs que c'est Rob Schneider dans un des seuls rôles où t'as pas envie de l'étrangler, et c'est pas mal. Ouais. Bah après, Rob Schneider, il y a des comédies qui m'ont fait rigoler, moi, dans les années 90. Ouais, je sais, mais c'est mes petits plaisirs coupables, ces comédies à la Adam Sandler et tout ça, là. Bah oui, parce qu'il se fout de la gueule de Stallone, il sait pas utiliser les 3 coquillages, donc il se moque de lui, tu vois. On retrouve d'ailleurs une petite anecdote, des fois que vous n'ayez pas joué au jeu, toi, je sais que tu y as joué quelques heures, mais dans Cyberpunk, juste après avoir créé ton personnage, si tu vas dans la salle de bain, il y a 3 coquillages. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'avais pris une capture d'écran et je l'avais envoyé à Daniel Waters en lui disant t'es partout. Tu vois, donc voilà quoi. Tu vois, tu veux rendre hommage à un classique, tu choisis quoi? Tu choisis les 3 coquillages. C'est quand même. Mais ça, c'est un truc qui est resté. C'est un truc, voilà, c'est pour ça qu'on en avait fait une vidéo. Hein, c'est-à-dire que c'est un truc qui est resté sur Internet, mais c'est assez marrant parce que ça, je pense que c'est resté à cause de l'aspect satirique, tu vois, avec plein de gens qui se sont posés tout un tas de questions. Et toute l'idée de la vidéo, c'est des gens qui ont trop de temps libre. Mais oui, mais déjà, tu vois. Mais en fait, l'autre truc, c'est que c'est surtout qu'en fait, t'avais des mecs qui disaient moi ça c'est ma théorie, ça c'est ma théorie. Et en fait, il y a pas de théorie. C'est juste un gag. Le gag, c'est en fait ces 3 coquillages et en fait on expliquera. Le gag, c'est de pas expliquer en fait comment fonctionnent les 3 coquillages, sinon ça n'a aucun intérêt. Et fondamentalement, qu'est-ce qu'on s'en fout. Et pourtant, c'est pas le truc le plus drôle du film en vrai. Tu vois, à la fin, c'est peut-être drôle parce que tout le monde a la ref, parce que tout le monde fait caca. Tu vois, et donc là je fais un point caca parce que Julien n'est pas là, donc je le fais à sa place. Faut faire en hommage. Voilà, je le fais en hommage à Julien Dupuis, mais à mon ami Julien Dupuis. Mais le truc, si tu veux, c'est que comment dire, oui, enfin, je veux dire, peut-être que tout le monde a la rêve pour ce truc-là. Tout le monde ne fait pas du tricot, certes, tu vois. Mais en même temps, c'est vrai que c'est drôle de le voir en couturière, avoir tricoté toute la nuit. Ouais, puis t'as ce moment, en fait, en plus c'est des trucs qui reviennent. C'est-à-dire t'as ce moment-là où en fait elle dit ah mais t'es blessé, tu sais, elle lui dit t'es blessé à la fin. Je rapisserai moi-même ce soir. Et il fait non mais je vais rapisser, puis il se fait merde, j'ai dit ça, tu vois. En fait, d'un seul coup il s'en rend compte. Quand ils écoutent des musiques pour pub, il est là, tu vois, mais que quelqu'un me refoute au frigo. Enfin, il y a plein de moments. Mais ça, c'est assez marrant parce que tu vois, pour le coup, je trouve qu'à l'époque, c'est un gag. En fait, je me disais, ouais, quand même et tout, tu vois. Enfin, je veux dire, ils exagèrent. Mais en fait, on est arrivé aujourd'hui à un truc où la culture, la façon, en fait, dont la culture est traitée, il y a cette panique, cette peur panique de trigger les gens. Tu vois, d'une manière ou d'une autre, qui fait que, en fait, si tu veux, dans leur logique à eux, même si je sais pas s'ils ont réfléchi jusqu'à ce point-là, parce que personne ne pouvait savoir que ça allait aller à ce point-là, tu vois, en fait, ils poussent, et puis c'est satirique, encore une fois. C'est une satire, donc ça pousse les potards, c'est fait pour ça. Ça pousse les potards, mais en fait, c'est d'aller chercher des chansons totalement inoffensives, les plus inoffensives possibles. Donc, t'as pas de métal, t'as pas de rock, t'as pas de truc, t'as rien, en fait, si tu veux, t'as juste des chansons mièvres qui pourraient passer. Non, c'est pas les chansons mièvres, c'est jingle pub quand ils arrivent. Oui. Quand ils arrivent dans. Oui, mais ça ressemble à des chansons mièvres, en fait. Quand ils arrivent dans le restaurant, à la Pizza Hut Taco Bell, et que t'as le mec au piano en train de chanter gaiement la pub de Géant Vert, il y a un moment, tu fais... le Géant Vert. Ça va loin, quand même, quoi. Bah celle-là, en plus, elle est connue parce que les autres sont pas connus, mais Géant Vert, c'est vrai qu'elle était connue. Elle a été gardée, elle a traversé l'Atlantique, quoi, en gros. Ouais. En tout cas, nous, en France, on l'avait, quoi, c'est clair. Donc, le gag fonctionne plutôt bien. Il fonctionne même mieux que la première fois qu'ils écoutent une chanson à la con. Là, les Hot Dog Armor, je connais pas. Mais voilà, donc pour moi, c'est ça le... Aussi, il y avait aussi, pareil, je pense qu'ils n'avaient pas réfléchi jusque-là, mais la culture de l'immédiateté, des trucs très courts qui ne demandent pas beaucoup d'attention. Je te rappelle qu'on vit dans un monde où quand tu lances un trailer, il y a un trailer avant le trailer pour te dire que le trailer commence. On en est au niveau là de c'est très récent maintenant, hein. Ça, c'est très récent quand même. Bah, c'est très récent. Ça a 3-4 ans, 400 ans. Plus que ça, 4-5 déjà, ans. mais c'est déjà beaucoup trop long comme truc. Je veux bien croire que les gens... Avant, il l'utilisait la veille. Il teasait le trailer, tu vois. Il teasait le teaser. Mais là, maintenant, il tease le teaser avant que le teaser commence. C'est-à-dire vraiment littéralement... Ça va, je viens de le lancer, les gars. Ouais. Tout va bien. Ouais. Ça va durer 2 minutes, je vais survivre. Ouais. Non, mais après, j'imagine qu'ils ont fait des comment t'appelles ça Pareil, j'ai travaillé dans le jeu vidéo, on avait des gros budgets, on faisait des focus group. Les focus group, ça répond pas à tout. Hein. Il y a des fois, il y a le bon sens, ça empêche de dépenser des millions à faire des drôles d'idées, quoi. Ouais. Ah bon, bref, en tout cas, tout ça, encore une fois, fait que pour beaucoup de gens, c'était un film assez pression. Faut quand même reconnaître le truc, hein. C'est-à-dire que t'as beaucoup, de incel, de comment t'appelles ça, de mecs de MAGA, des mecs comme ça qui le prônent en film prophétique, tu vois.
Alors qu'encore une fois, je suis désolé, c'est des démocrates qui ont fait le film à l'époque, quoi, tu vois. C'est ça qui est. J'ai un gros avantage, c'est que je ne suis pas Non sur pas les que, réseaux sociaux, voilà. donc tout ça, moi, je vois pas. Non, mais c'est pour dire que si tu veux, tu sais, mais tu sais, c'est comme quelque part le dévoiement en fait de ces films-là, c'est-à-dire que en gros, la pilule rouge, ce que c'est devenu en fait aux yeux des gens, alors qu'en fait, ce que Matrix était à la base, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, en gros. Pour moi, c'est plus une façon de me rendre compte que, en fait, si tu veux, tu peux comprendre le film tel que tu veux le comprendre, tu vois. Mais en fait, dans le sens inverse aussi, tu peux tout à fait critiquer ce genre de mouvement, tu vois, et ne pas automatiquement être, tu vois, un giga droitard à la con, tu vois. Donc en fait, c'est ça tu vois, c'est ça qui est assez finalement. C'est là où tu te dis que l'art, finalement, en fait, même s'il est politique, peut transcender en fait les clivages politiques. Tu vois. C'est ça qui en plus, l'art devrait en tout a cas, une fonction, c'est celle de poser des questions. C'est pas forcément d'apporter des réponses. Il apporte des réponses, c'est un coup de bol. Ouais. Mais c'est plutôt de poser des questions. Et puis d'ailleurs, il apporte pas vraiment de réponse, le film. Non, mais voilà, c'est la personne qui écrit quelque chose normalement pour une raison. Finalement, c'est assez décevant. Pour moi, en tout cas, c'est assez décevant en fait l'espèce de réponse de Stallone, la réponse macronienne à la fin, là, où il dit bon bah les gars, vous allez vous entendre là. Alors c'est la dernière fois de ton existence que tu mets Stallone et Macron dans la même phrase, en faisant une comparaison aussi immonde. Ok. Non mais moi-même je reconnais. Moi-même je reconnais que j'ai été trop loin. Mais c'est vrai aussi de dire bon bah écoute. Toi, t'as oublié de prendre une douche depuis 6 mois. Toi, tu prends une douche toutes les 20 minutes. Il y a peut-être un juste milieu entre les deux. C'est pas déconnant. Ouais. Après, c'est dans le monde de SF de Demolition Man, tu vois. Je veux dire, je pense que c'est une leçon donnée par un gars qui faisait exploser des buildings une heure avant. Ouais. Et puis indépendamment de ça, le truc que je veux dire par rapport à ça, c'est-à-dire que, en gros, il bute le méchant, tu vois, et tout est réglé. Il y a personne qui va reprendre la suite, quoi. Sauf que, en fait, on sait que c'est pas comme ça, tu vois. C'est en fait le happy end est happy end, tu vois. Il embrasse même la meuf, tu vois, alors qu'en fait ils sont pas censés avoir de contact. C'est un happy end. Tu vois. Oui, mais c'est un happy end. Tu vois, je veux dire. La fin du film enfin l'épilogue, on va dire, plus que la fin du film, est torché. C'est vraiment, ça se joue en 1 minute 30, quoi. Ça se joue en 1 minute 30 et en fait apparemment. Trouve un bon milieu. J'emballe la jolie moumoune. Fin du film, salut. Et apparemment c'est Stallone qui voulait impérativement revenir sur les 3 coquillages dans la scène de fin, d'où la phrase. Et en gros, Joel Silver et Danny Waters se disaient non mais là on est censé être passé à autre chose, tu vois, si j'ai bien compris. Et en gros, t'as Joel Silver qui a proposé apparemment de mettre des réenregistrés pour être sûr que les gens comprennent que c'est un gag, tu vois. Et Danny Waters lui fait non, tu ne fais pas ça, on est au cinéma, c'est pas un sitcom, tu vois. Donc voilà, ça marchera peut-être à l'avant-première du film parce qu'il y a beaucoup de monde, mais s'il joue dans une salle où il y a personne, tu vois, ça motivera personne en fait à rigoler, ça sera même l'inverse, ça sera ridicule, quoi. Je pense que Daniel Waters avait raison. Il y a aussi une scène, en fait toute une sous-intrigue qui a été coupée du film, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, qui est la sous-intrigue de la fille. Ah oui. Elle est mentionnée dans le film, mais à la base il devait y avoir une véritable histoire où il cherchait sa fille, et puis ils ont décidé après, alors je sais pas si c'est au stade du tournage, ils ont tourné la scène. Ils ont tourné la scène, donc ils ont fini par couper la sous-intrigue en disant qu'elle apportait pas grand-chose. Il y a ça, et l'autre problématique c'est qu'en fait apparemment dans les projections tests, ils ont fait des projections tests du film malgré le fait qu'il a été fait à l'arrache, les gens pensaient que c'était Sandra Bullock, sa fille, quand ils l'ont amorcé. C'est bien ce que je te disais, les focus group, ça répond pas à tout, parce que quand même, faut être un génie pour comprendre que Sandra Bullock, c'est sa fille. C'est surtout qu'en fait, elle lui explique tout, elle lui dit qu'elle a fait des études sur lui, et donc en fait, les mecs, ils ont été... sa thèse, même. Ouais. Bah ça va, c'est pas Tenet, le truc, quoi, tu vois, c'est pas très compliqué non plus, quand même, tu vois. Mais apparemment, les gens étaient persuadés que le reveal, ça allait être que Sandra Bullock était sa fille, quoi. Si ça avait été le reveal, à la limite, pourquoi pas, hein, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant, mais il aurait fallu le construire. Alors, c'est pas du tout quelque chose qu'ils ont réfléchi, donc en fait, c'est pas du tout construit, ouais. Petite anecdote également sur le titre du film, donc Demolition Man, qui porte... il porte très bien son titre, hein, tu sais ce que tu vas voir, c'est pourquoi tu vas le voir. C'est qu'en fait, donc Peter Lenkov, le scénariste d'origine, a eu l'idée de Demolition Man parce que dans sa voiture, son autoradio-cassette, attention truc du passé, son autoradio-cassette était bloqué. Il n'arrivait plus à éjecter la cassette et la cassette jouait en boucle un seul et même morceau, Demolition Man de Sting. Ah ouais. Et c'est comme ça que le mec il s'est dit, faut que je trouve un truc sur Demolition Man. Je crois qu'il y a un bouquin de SF qui s'appelle comme ça, non ? C'est possible. Là, c'était une chanson de Sting qu'il avait écrite pour Grace Jones et qu'il a repris lui-même et que tu entends, c'est sa version à lui que tu entends à la fin. Il est horrible.
Enfin, moi, je trouve... Alors, moi, j'aime bien Sting, hein. La version de Grey Jones, c'est pas meilleur. Hein. D'accord, mais moi, j'aime bien Sting, hein, dans l'absolu. Mais alors là, ça, c'est vraiment le truc qui te pète un peu les oreilles. Je suis pas très amateur non plus, alors que j'aime beaucoup Sting. Et puis, tant qu'on est sur la musique, on a aussi le score qui a été fait par Goldenthal. Par Goldenthal, qui est un compositeur qui a pas duré très longtemps à Hollywood. Il a eu, 5-6 ans où il a fait de gros trucs. Non, il a un peu plus que ça, quand même. Je t'avoue que je vois sa carrière dans les années 90, mais depuis, je ne sais pas. Alors, l'émergence de c'est évidemment en tout cas, je pense pour le grand public, c'était comment ça s'appelle, le trio Alien 3, Demolition Man et Entretien qu'un vampire. Voilà, et après, il s'est retrouvé sur Batman Forever et tout ça, a remplacé plus ou moins Danny Elfman. Mais il a bossé avec Michael Mann et tout, et ils ont bossé ensemble jusqu'à Public Enemies, hein. En 2009, donc il a bossé assez longtemps en fait. Mais lui, c'est comme Daniel Waters. C'est-à-dire que ce que je trouve qui est intéressant, c'est que sa musique, ses choix musicaux, assez iconoclastes, tu vois, pour un film comme ça, lui donne une patine de film différent en fait. C'est-à-dire que en gros, il y avait quand même un gros risque. Enfin, je veux dire, quand tu réfléchis 2 minutes à Demolition Man, hormis que c'est Stallone et Snipes, tu vois, ça aurait très bien pu être Fair Game, hein, le film. Hein. Je veux dire, ça aurait très bien pu être une de ces merdes à la... Comment t'appelles ça ? Fair Game, donc la version de Andrew Sipes, la version film d'action, voilà. qui est tirée du même bouquin que... Le célèbre Andrew Sipes, le réalisateur qui a disparu juste derrière. Parce qu'il y a un autre Fair Game de Doug Liman avec Naomi Watts, donc je reprécise. Et il y a encore un autre Fair Game italien des années 80, donc non, mais ça, Fair Game, le titre, il existe, tu vois. Mais le truc que je veux dire, si tu veux, c'est qu'en prod Silver, ça aurait pu être ça, hein. Ça aurait pu être Roméo doit mourir, si tu veux. Ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu être des films de merde. Ça aurait pu, mais entre la patte de Daniel Waters et la patte de Goldenthal, qui effectivement, comme tu le dis, il n'a pas un son classique de musique de film de l'époque. Ouais, et puis même, t'as des espèces de dissonances, en fait, notamment dans la scène d'action avec Snipes, quand il est dans la rue et qu'il tabasse les flics et tout. Ça, c'est très drôle, cette scène, d'ailleurs. Cette scène, elle est drôle, pour le coup. Tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que le flic, il sait pas comment s'y prendre, alors on lui donne des informations, tu vois, voilà, c'est ça. Or else en anglais, tu vois. Et le mec, il raffermit le ton et t'as Snipes qui lui éclate la tête. Moi, mon gag préféré, c'est d'un seul coup, en fait, t'as un des flics qui est un peu plus, tu vois, qu'il est un peu plus, un peu plus costaud, que c'est un boxeur, qu'il a des techniques. Donc il est là, il commence à mettre en place la technique, et au moment où il va taper Snipes, c'est que Snipes fait semblant d'avoir peur, tu vois, le mec s'arrête, il a peur de le taper. Ça, c'est super drôle, quoi. C'est vraiment des trucs, il y a des petits trucs comme ça, en fait, à droite, à gauche, qui sont, il y a Jesse Ventura. Il y a Jesse Ventura dans un rôle muet. Ouais. Il a quasiment zéro dialogue. Ouais. Alors vraiment, si tu clignes les yeux 3 fois, c'est lui qui bute le méchant, hein. Tu vois, le docteur Cocteau. Le docteur Cocteau. Mettez une autre bûche sur le feu, voilà. Et il y a Jack Black, c'est vrai, merci Jeanne. Il y a Jack Black, ouais, il apparaît c'est un des pouilleux là, dans le, comment t'appelles ça, dans le sous-sol. J'ai raté, dites donc. Faut que je le revoie. Si, il y a Jack Black, mais qui est, comme il le disait lui-même, hein, Jack Black le disait en interview, glorified extra, tu vois. C'est vraiment le comment t'appelles ça, le figurant. Disons qu'à l'époque, il n'était pas suffisamment connu pour sauter dans tous les sens. Non, mais apparemment, il avait comment dire, il avait un rôle un peu, parce qu'il a tourné. En fait, apparemment, il était sur le plateau 45 jours d'affilée. Ah oui. Ouais. Et en fait, on l'appelait jamais. Et le jour où on l'appelle, il a fait la chouille la veille, et en fait, si tu veux, il s'est fait engueuler par son agent. En fait, il a dit, qu'est-ce que tu fous, ils t'attendent, hein. Et en gros, lui, ça faisait 45 jours qu'il attendait de tourner, quoi. Mais c'est ça, c'est les trucs, c'est les films de cette ampleur-là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des films énormes, parce que les mecs, ils payent des figurants, des acteurs, des trucs, etc., à être là, dans le coin, et en fait, à se servir au moment où on a besoin d'eux, quoi. Et c'est la même chose, c'était Ricky Gervais qui a raconté ça sur Pirates des Caraïbes. Il a refusé Pirates des Caraïbes parce qu'il dit, je sais pas, il m'emmerdait 2 mois, 3 mois en fait, si tu veux, dans les Caraïbes, à attendre en fait qu'on m'appelle pour tourner 2 scènes de 10 minutes, quoi, tu vois. Donc, et c'est des films absolument monstrueux où l'argent est jeté par les fenêtres, et après tu te demandes pourquoi ça coûte aussi cher. Et ça coûte aussi cher parce qu'en fait tu les payes, ces gens-là, en fait, à poser leur cul. C'était une célèbre interview que j'avais lue à l'époque, je suis une petite aparté, je suis désolé, j'ai déjà fait une aparté, donc tu peux y aller, sur Matrix, où on leur avait dit, mais comment vous avez fait un film pareil pour un prix aussi bas, puisqu'à l'époque il avait coûté 70, mais en fait il y avait beaucoup plus de pognon que... Mais c'est parce que aussi ils ont expliqué, dans un tournage normal, c'est Joel Silver qui l'explique, excusez-moi,
le réalisateur ne sait pas exactement quelle caméra il va utiliser, quel jour. Donc sur le plateau, on a un bras, on a une dolly, on a un steadicam, on a... C'est du matériel que tu loues. C'est du matériel qu'on loue. Donc forcément, tous les jours, on loue tout le matos. Et les vachos, à l'époque, ils sont arrivés comme vous voulez, et ils ont dit, nous, on a besoin de ça pour ce jour-là. Tel jour, on a besoin d'une grue, tel jour, on a besoin de ça. Ce qui fait qu'ils ont réussi, mine de rien, à réduire les coûts. Alors ça n'explique pas tout Non. le prix assez faible entre guillemets de Matrix par rapport à la concurrence. Puis bon, Mais c'est ça fait surtout partie de qu'ils ces ont choses-là. plus du tout fait ça pour les suites. Enfin, Bah, les suites, c'était des budgets monstrueux, quoi. 230, je crois. Ouais. Ouais, non, mais en même temps, c'est sur écran. Hein. Oui, puis et puis en gros, si tu veux, c'est surtout ils ont tourné, enfin, le tournage de comment dire, Trilogie des Révolutions. Ouais, c'est 1 an et des brouettes. Donc non, mais là après, bon, c'est encore autre chose, mais donc voilà, donc en fait, en gros, je sais pas, est-ce qu'on a fait le tour de Demolition Man ou pas? Je pense qu'on a déjà fait long, en fait. On a fait le tour. Hein. On n'a pas dit grand-chose sur Sandra Bullock. Sandra Bullock qui... Bonne remarque de la part de Jeanne. Merci, Jeanne. Voilà, qui n'a pas de micro. Donc en fait, du coup, je sais même pas si les gens vont l'entendre en fait. Elle nous a donc dit que nous n'avions pas dit grand-chose sur Sandra Bullock, ce qui est vrai, puisque c'était un peu c'est un peu le rôle qu'il a fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à la base, c'était pas elle. Ah, c'était Laurie Petty. D'accord. Et en fait, ils ont tourné 2 scènes avec Stallone, ça s'est pas du tout bien passé. Tu vois, apparemment, il y a incompatibilité d'humeur totale. Ça, c'est Laurie Petty qui raconte ça. Laurie Petty qu'on a vu dans Point Break, notamment, et qui a joué ensuite Tank Girl. Et du coup, ils ont remplacé Sandra Bullock à la volée. Enfin, Sandra Bullock l'a remplacée à la volée, pardon. Et le truc... Chapeau, hein, parce que super, hein. Et après, le truc, c'est que... En fait, le truc avec Sandra Bullock, c'est que le charme... le côté naturel de l'actrice et tout ça, etc. En fait, il était assez évident, je pense, à cette époque-là, même si elle n'avait pas tourné grand-chose. Ouais, enfin, moi, j'imagine que tu t'es une actrice débutante, tu te retrouves face au géant que tu as en face, tu dois pas toujours être très à l'aise, en tout cas au début du tournage. Je pense qu'elle n'est pas devenue... Je la trouve impeccable. Je pense qu'en fait, elle n'est pas devenue une star pour rien. C'est-à-dire qu'en gros, il y a aussi ce truc... Moi, je suis pas un grand fan de Sandra Bullock. Sa filmographie n'est pas vraiment le genre de film que nous regardons. Non, mais même au-delà de ça, moi, ça m'arrive de regarder des comédies romantiques. J'aime bien ça. Sa filmographie n'est pas le genre de film que je regarde. Voilà. Mais je dois reconnaître que de tous les films de cette époque-là, les 2 que tu retiens vraiment, en fait, c'est Speed et Demolition Man. Parce que bon... elle avait fait une comédie romantique dont je ne me rappelle plus le titre. Je suis sûr que Jeanne me soufflerait le titre en fait, mais une comédie romantique qui a fait d'elle aussi une star. C'est pas L'amour à tout prix, moi. L'amour à tout prix, un truc comme ça. Merci, tu vois que tu les regardes ces films. Je suis une encyclopédie de pattes, c'est Prest. D'accord, donc L'amour à tout prix, traque sur Internet. Tu vois, excuse-moi, mais tu vois. N'empêche, premier film de l'histoire américaine en tout cas, à être basé sur Internet pour en faire une histoire. L'Internet de 1995 où personne ne savait ce que c'était, donc le suspense elle tapait le suspense en 28K, tu vois, donc voilà. Mais non, puis c'est de la merde ce film, enfin, tu vois, je veux dire, il faut quand même être... Je n'emploierai pas ce mot-là, je te le laisse, même si je suis totalement d'accord avec toi. Voilà, merci. Donc tu vois, comme quoi c'est moi qui prends les risques. Voilà. Je me prends le risque de m'aliéner le public fan de trucs sur Internet, tu vois, apparemment il y en doit en avoir 2, tu vois, sur Terre, mais... Écoute, pourquoi pas nous trouvons ça nul, ils ont le droit de trouver ça chouette. Non, mais ce que je veux dire, c'est voilà, et puis elle a chié dans le cocotier avec Speed 2, il faut le dire aussi, si tu veux, donc pas tout le monde a chié dans le cocotier avec Speed 2, mais... Parce que elle, dans le film, elle est pas géniale, mais elle est meilleure que Yann Demonte, qui a juste, lui, il a vraiment chié dans la colle. Ce que je veux dire, si tu veux, c'est que, en tout cas, le truc avec Demolition Man, c'est que les producteurs de Speed ont demandé à avoir des séquences. Et Joel Silver apparemment leur a monté un bout à bout en fait des séquences de Demolition Man dans lesquelles elle joue, ce qui lui a permis d'avoir et d'enchaîner très très rapidement, parce que les 2 tournages se sont enchaînés très rapidement, d'avoir en fait le rôle dans Speed. Et comment monter au firmament en 2 films, quoi. Voilà. Et donc en gros, je pense que c'est pas le truc que tu... Enfin, je veux dire, elle est bien, elle est cool et tout, mais je pense pas que ça soit je pense pas que c'est Demolition Man qui en aurait fait une star. Mais Speed, de toute évidence, ça a été le cas, quoi. Speed, de toute évidence, ça a été le cas, mais je pense que Demolition Man est un excellent tremplin, parce que elle a cette qualité-là. Tu sais, moi, j'ai dit toujours qu'un acteur ou une actrice ne peut pas tout jouer. Moi, je crois qu'il y a très peu de gens qui peuvent tout jouer. Il y en a, mais il y en a très peu parce que tu dégages quelque chose. Tu vois, j'avais lu un jour une interview de Cécile de France qui disait, moi, j'adorerais faire un film d'action. Et ce qu'elle dégage, Cécile de France, c'est une espèce de douceur, et je suis pas sûr que ça marche avec un flingue. Je peux me tromper, je sais que Sandra Bullock, elle dégage aussi cette espèce de douceur-là, et que ça fonctionne super bien. Elle est attachante immédiatement,
Et puis elle est presque elle réussit à être le regard du spectateur alors que c'est elle qui présente le monde. Ouais, moi je pense que en fait elle a pas les meilleurs. C'est surtout qu'elle a pas forcément le meilleur rôle du film. Elle a pas les meilleures répliques. Elle a pas les Parce meilleurs qu'elle trucs. présente le monde, mais, mais tu te souviens quand même très bien de sa performance. Ouais, et en même temps, en fait, avec ce qu'elle a à faire, elle s'en Puis tire elle a plutôt appris le bien, kung-fu quoi. en regardant Jackie Chan, et ça, c'est la classe. Ouais, voilà. Ça, je pense, c'est l'apport de Stallone. Tu vois. Voilà. Est-ce qu'on a suffisamment parlé de Sandra Bullock? En fait, Jeanne, merci. Tu vois. Donc, non, c'était pas douloureux, mais c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, et c'est pas, encore une fois, je pense que c'est pas le film qu'elle retiendrait de sa carrière non plus, hein, dans l'absolu, quoi. Ouais, mais en même temps, elle peut retenir ce qu'elle veut. Moi, je retiens Demolition Man, Speed et Gravity, c'est comme ça. Certes. Donc voilà. Donc on y est. On est à la fin, ça y est. Voilà, on rend l'antenne. Donc on vous rappelle que Demolition Man est absolument formidable et qu'il y a tout un débat à avoir sur la VO et la VF. Il y a un débat sur la VO et la VF, il y a un débat, je pense, sur l'action versus la satire, tu vois. Voilà, après, ça reste, je pense... En fait, il y a une belle leçon de montage. J'avais oublié la belle leçon de montage. Quand tu mets une lentille de couleur à ton acteur, il ne faut plus flopper les plans. Ce qu'on appelle flopper, c'est retourner le plan. Parce que du coup, ça se voit. Il a tout d'un coup sa lentille. Tu l'avais lu, l'interview à l'époque de Stuart Baird dans Impact ou Mad, je sais plus. C'était dans Mad. Ouais. Et en fait, en gros, où lui, il disait en gros qu'il a sauvé le film. Hein. Oui. Tu vois, mais comme il dit sur tous les films qu'il a monté, hein, il dit qu'il a sauvé tous les films. Et apparemment, en plus, c'était son emploi hein, à la Warner. À cette époque. C'est un excellent monteur, mais là, vu que ça a été fait dans l'urgence, je pense qu'ils avaient un problème de direction de regard ou quelque chose comme ça. Je pense qu'ils ont un problème de premier film. Hein. Je pense que tout simplement, hein, je pense que c'est des trucs comme ça. Hein. Encore une fois, t'as beau faire des plans débulés, il faut quand même respecter les règles des 180. Donc, en fait, je pense que c'est un problème de premier réalisateur. Et puis, en plus, Brambilla derrière n'a pas comment dire brillé par il a disparu en gros hein. Il a fait un film avec comment il s'appelait Alicia Silverstone, Excess Baggage, ouais, que je sais plus comment ça s'appelle en français, mais je crois que ça s'est sorti sous titre là parce que c'est pas sorti chez nous, sorti directement si c'est sorti, mais alors c'est sorti sinon c'est encore une sortie technique avec deux salles. Technique on à Paris. pas ça une sortie. Voilà, écoute, à partir du moment où la seule ville où tu peux le voir c'est Paris, ce n'est pas une sortie. C'est sorti, voilà. Puisque je l'ai vu en salle, donc c'est sorti, tu vois, voilà. Mais et c'était bien bidon. Mais non, il a un petit peu disparu et voilà. Mais après, oui, c'était en tout cas c'était son emploi hein, pour resituer un tout petit peu. C'était son emploi à l'époque. Stuart Baird, il y a des monteurs comme ça dédiés au studio. Surtout dans les années 90, en tout cas, c'est aujourd'hui, on le sait, qui en fait sont des monteurs qui sont censé faire la version que le studio veut sortir, veut valider. Et souvent, c'est pas forcément la version du réalisateur, et surtout dans les gros films de studio comme ça. Stuart Baird, il faisait ça pour la Warner dans les années 90, de la même manière. Ça a été un si bon soldat qu'au bout d'un moment, Joel Silver a fini par lui donner les clés d'un film. Tout à fait, il a fait sur lequel Rafik et toi avait fait un podcast. Voilà, non mais on a fait 160 putains d'épisodes de Stéroïdes, donc au bout d'un moment on a fait beaucoup de choses. Et comme je disais, de la même manière que Bud Smith a fait la même chose, le monteur Bud Smith qui avait bossé notamment avec William Friedkin faisait ça dans les années 90 pour Universal. Il a notamment remonté Chasse à l'homme, Waterworld. Enfin c'est lui en fait tous ces cuts de studio qui sont sortis à cette époque-là. C'était Bud Smith qui les validait pour le studio à la fin. Quoi. Chasse à l'homme, je ne le félicite pas. La version de Genou est meilleure, effectivement. Oui. Voilà. Elle est un peu dégueulasse et invisible, sauf dans une qualité VHS. Non, elle est dispo maintenant en... Ah non, là tu parles du comment t'appelles ça Oh non, mais là, putain, mais tu fais des apartés sur les apartés sur les apartés. Écoute. Tu parles du workprint. Mm-hmm. Ce n'est pas pareil. C'est pas le workprint. Mais bon, on va s'arrêter là parce que c'est pas un podcast sur Chasse à l'homme. Merci mon cher Julien Charpentier. Merci à toi, merci à l'invitation. Merci à Jeanne à la technique, et pas seulement à la technique puisqu'elle souffle en fait des choses à dire, mais tu devrais prendre un micro et en fait le pointer comme ça les gens font... Il est temps, passe au micro. Non, mais elle l'utilise de temps en temps, hein. Elle a fait avec Arnaud, mais ils sont pas encore sortis les épisodes. En tout cas au moment où on enregistre nous là maintenant, j'ai pas sorti tous les épisodes, voilà, parce qu'on en stocke quand même de côté pour les jours de pluie. Voilà. Donc merci Jeanne, merci Julien, merci à vous tous qui nous suivez et à bientôt avec un prochain film sur lequel peut-être si le cadre a été bien fait ici, on sera peut-être moins d'accord. Voilà, vous pourriez peut-être découvrir ce que c'est en fait en avant-première si vous regardez bien, si vous scrutez le cadre sur tout le plan large, je pense. Voilà. Mais peut-être il n'apparaît pas. Voilà. Écoute, on verra, c'est la surprise. Merci à tous, au revoir. Au revoir.